Bienvenue sur le podcast de la tête aux fesses. Aujourd'hui, je vais parler de pratiques BDSM avec Marie-Philippe. Allô? Salut, bon matin. Bon Bonsoir matin. pour les personnes qui nous écoutent. Bonsoir. Je te laisse te présenter pour commencer. Comment tu arrives, d'où tu viens, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Excellent. Donc, je m'appelle Marie-Philippe, je suis sexologue. J'utilise le pronom « elle » et les accords féminins. Donc, ça fait à peu près 3 ans que je suis sexologue en pratique privée. Fait que j'accompagne vraiment différentes clientèles à travers leurs objectifs de vie sexuelle, si on peut dire ça comme ça. Fait que je travaille beaucoup avec les survivantes d'agressions sexuelles ou de violences conjugales, la communauté LGBTQ+, aussi, personnes trans, non-binaires, puis le sujet d'aujourd'hui, évidemment, les personnes qui ont des pratiques sexuelles BDSM. Yes! Comment ça va aujourd'hui? Comment tu arrives ici? Un peu nerveuse, fébrile. Ouais. C'est une première expérience pour moi, en toute transparence, mais j'encourage tout le temps ma clientèle à sortir de leur zone de confort. Fait que c'est ça qu'on fait. Faut que ensemble. Les bottines suivent les babines. Yes, exactement. Fait qu'on rentre là-dedans, tu sais, parce que je dis souvent, en fait, un de mes discours là, dans ma pratique à moi en relation d'aide, c'est justement de tenter de sortir des scripts qui sont hétéronormatifs. Puis le BDSM est une pratique qui est encore beaucoup stigmatisée, en fait, parce que méconnue. Souvent, tu sais, je me rends compte, justement, on discutait avant d'enregistrer l'épisode, puis je me rends compte que moi-même, en étant justement dans le milieu, tu sais, de la sexualité, j'ai une méconnaissance vraiment très grande de tout cet univers-là. Donc, on va plonger là-dedans aujourd'hui. J'ai vraiment hâte, je suis très, très contente de te recevoir. Moi aussi, yes. Vraiment. Oui, puis il y a une phrase que j'ai lue en me préparant pour l'épisode qui est « L'érotisation de la douleur et les échanges de pouvoir sont au cœur des pratiques BDSM ». Puis je trouvais que ça mettait en fait la table parce que j'ai envie qu'on parle justement de l'érotisation, de comment on peut s'érotiser à travers cet univers-là qui est plus kinky, qui est moins vanille de ce qu'on connaît. Tu sais, notre éducation, elle est tellement hétéro-normée, monogame, vanille, que là, on va aller semer des petites graines peut-être. Absolument. À travers ça. Oui. Yes. Puis là, en parlant de la sexualité qui est normative, on parle souvent des bonnes pratiques en nommant que, justement, l'hétérosexualité ou les pratiques normatives, normales, c'est plus sécuritaires, plus respectées. Puis j'aimerais ça qu'on rentre dans l'ordre sexuel normatif. Oui. On avait abordé ensemble la roue, oui, c'est ça. Comment on appelle ça? Le cercle vertueux. Puis j'aimerais ça que tu nous l'expliques parce que je trouve que c'est un concept qui est absolument délicieux pour comprendre justement la norme puis comment on en sort, comment on peut... en fait, on est souvent dissidente, puis on s'en rend juste pas compte parce qu'on connaît pas le concept. Fait que si ça tente d'embarquer là-dedans, on y va. Absolument. Yes. Donc, ça a été réfléchi par Gail Rubins, qui est une anthropologue et féministe américaine dans les années 80 à peu près. Ça a été repris là, dans un des livres que je vous ai amené aujourd'hui. Tellement bon. Vraiment. De recommandation lecture, 100%. Tout le monde. Là. Oui, je vais le mettre dans la description de l'épisode. Excellent. Ouais. Excellent. Même si vous vous intéressez pas à ça fait pas partie de votre vie, ce genre de pratique-là, ou de vos communautés, je pense qu'on n'est jamais perdant à s'intéresser à l'univers de quelqu'un d'autre. Exact. Je mets ça sur la table. Yes. Fait que dans le fond, c'est un cercle. Hein? Puis au centre, il y a les pratiques qui sont plus conventionnelles, qu'on va dire normatives. Fait que comme tu as nommé l'hétérosexualité, on peut parler de monosexualité aussi. Fait que tu sais, avoir de la sexualité avec une personne au lieu de plusieurs personnes en même temps. Il peut aussi avoir les lieux des pratiques. Donc, on réfléchit souvent à la sexualité à quelque chose qui doit être fait dans la chambre. Ouais, ou quand on fait le funky dans le salon. C'est à la table de cuisine. C'est à la table de cuisine quand les enfants sont pas là. Ouais. Ou à la chambre d'hôtel. Fait que, tu sais, ça reste des endroits qui sont privés. Ouais. Il peut aussi avoir avec qui on a des relations sexuelles. Donc, des personnes qui ont le même genre que nous. Un peu tout ça. Fait que c'est un peu qu'est-ce qui influence nos scripts sexuels, la façon qu'on rentre dans nos relations sexuelles, avec qui, comment on le fait. Oui. Fait que de façon générale, c'est un peu ça. C'est un peu les règles
qui répondent à la question souvent que j'entends dans mes rencontres, est-ce que je suis normale? Normal, exact. Ouais. Qu'est-ce qui est normal, tu sais? En fait, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup amener le concept que chaque personne est complètement unique en soi. Oui. On est toutes les mêmes affaires organisées différemment. Yes, 100%. C'est vraiment ça. Fait que qu'est-ce qui est normal pour moi ne le sera pas pour toi et vice-versa. Puis c'est correct comme ça d'avoir une variation, une liberté dans comment on s'exprime, les pratiques qu'on a aussi. Fait que est-ce que je suis normale? Ben, en fait, l'inquiétude, c'est de faire des choses qui pourraient nous stigmatiser, par exemple. Exact, qui va comme sortir un peu de ce qu'on est prêt des fois à juste recevoir ou comprendre ou voir en tant que société, finalement. Là, oui, puis les personnes qui se posent cette question-là cherchent une validation aussi. Ouais. Est-ce que c'est normal pour moi d'aimer me faire dominer dans ma sexualité, par exemple? Ouais. Est-ce que c'est normal pour moi d'aimer les femmes quand je suis une femme? Ça fait de moi quoi ou qui? Tu sais, en fait, c'est souvent ça la question. Les fameuses étiquettes. Ouais. Hein? On y revient toujours, puis je comprends le besoin derrière ça. En tant qu'humain, on aime ça catégoriser les choses beaucoup. Ouais. Ça nous aide à les comprendre. Ça nous aide aussi à expliquer en le moins de mots possible qui on est puis qu'est-ce qu'on aime. Ouais. Fait que si, par exemple, je dis « je suis une femme bisexuelle », ben on comprend déjà une grande partie de mon identité, ou en tout cas, j'ai l'impression que je partage une grande partie de mon identité. Exact. Est-ce que c'est compris? Ça, c'est un autre questionnement, mais oui, on partage un morceau de nous, en fait. Exactement. Quand, moi, j'aime beaucoup dire que les étiquettes se décollent, parce que souvent, quand on se met dans une boîte, justement, on a tendance à s'enfermer un peu, là, puis après ça, à avoir de la misère à comme en ressortir. Donc, oui. Mais c'est rassurant. Ben oui, on peut juste se rappeler à comment on se sent à la maison versus quand on se sent quand on sort de la maison. Puis personne neurotypique ou pas. Là. Comme, c'est rassurant d'être dans les mêmes affaires tout le temps. Puis l'humain a un besoin de confort puis de sécurité très important de notre histoire. Fait que quand on sort de ça, ben ça peut être vraiment challengeant rapidement. Oui. Puis dans le fond, ce cercle-là, quand on est près du centre, on est dans la dite norme, mettons. Puis quand on en sort, on est dans la virtuosité, dans la dissidence. Dans la dissidence, exactement. Quel mot incroyable. Ah, je l'aime. Moi, quand j'ai lu ce livre-là, j'étais... En tout cas, épiphanie. Vraiment, vraiment. C'est aussi un autre beau mot. Oui. Fait que c'est ça. Les dissidents, en fait, c'est des personnes qui sortent de leur petite boîte puis qui s'engagent dans des pratiques qui sont considérées comme atypiques, hors normes, non conventionnelles. Fait que ça vient avec son lot de re-questionnement en soi. On peut penser aux personnes qui sont de la diversité sexuelle et de genre. Ça enclenche des gros questionnements sur l'identité, qui je suis, etc. Fait que c'est la même chose pour les pratiques sexuelles. Si on peut comparer la sexualité vanille, on l'oppose souvent à la sexualité qui est considérée BDSM/kinky, dépendant à qui on parle. Oui. Quoi la différence entre kinky puis BDSM, mettons, en gros, là? En gros, rapidement, ben kinky, c'est des personnes qui vont aimer des pratiques hors normes. Le BDSM, c'est vraiment plus une structure organisée de pratiques. Ça peut être aussi considéré comme une communauté. Fait que, par exemple, une personne qui aime se faire attacher, par exemple, durant les relations sexuelles, ben elle va pas nécessairement se définir comme quelqu'un qui fait partie de la communauté BDSM. Puis, mais elle va avoir des pratiques kinky, mettons. Exactement. Ou une sexualité kinky. Oui. J'aime ça. Fait que on peut ne pas appartenir à la communauté, mettons, ou ne pas s'identifier à la grande communauté, mais avoir des pratiques qui sont quand même considérées comme peut-être à l'opposé ou sur le spectre entre le vanille puis je sais pas, l'autre bout. Là, la crème glacée Rollo. Hein? Parce que la vanille, ça vient de là. Hein? C'est les personnes de la communauté BDSM, en fait, c'est les personnes kinky aussi, dans les années 80 aussi, je pense. Arrête, je te jure, c'est vrai. Cherchaient une façon de décrire leur pratique sexuelle. OK. Fait que ce qu'ils ont déterminé, en fait, c'est qu'un peu tout le monde aime la crème glacée vanille. Effectivement. C'est un passe-partout. Oui, c'est la base. Ça goûte bon, c'est rafraîchissant quand il fait chaud. Mais après ça, ben, on a 1001 saveurs de crème glacée. Puis, ben, moi, personnellement, ma préférée, c'est la crème glacée Rollo. Puis, par exemple, mon partenaire de vie, ben, c'est la crème glacée Oreo. Oh, j'adore ça.
Fait qu'après ça, ben, on peut faire plein de parallèles avec les pratiques sexuelles. Là, mais c'est de là que le terme vanille vient, en fait. Fait que c'est comme la base du cornet, puis après ça, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Exactement. Il y a des personnes qui rajoutent des petits sprinkles. Il y a des personnes qui vont tremper dans le chocolat. C'est infini, les possibilités. J'adore ça. Je savais pas que ça venait de là. Ouais. Rentrons dans l'univers BDSM avec justement l'acronyme qui veut dire, tu sais, BDSM, il y a comme 3 espèces de catégories, là. Exactement. Fait que je te laisse y aller avec l'acronyme. Parfait. Donc, le premier, BD, c'est pas pour bande dessinée, hein, on s'entend. C'est pour bondage et discipline. Oui. Pour les personnes qui ne le sauraient pas, le bondage, c'est le fait d'attacher quelqu'un, ligoter quelqu'un. Puis la discipline, je pense que ça va de soi. C'est un concept qu'on croise assez souvent, que ce soit dans notre vie de parents ou à l'école, par exemple, dans nos emplois. C'est d'avoir comme un cadre, mettons? Un cadre, des règles à respecter qui peuvent être récompensées ou punies. Fait que, ce qui nous amène à l'autre d'après, en fait. Donc, DS, domination, soumission. Donc, les relations de pouvoir, les échanges de pouvoir. Et le dernier, SM, donc sadomasochisme. Un terme qu'on croise assez souvent. Puis qui a une connotation assez lourde dans l'imaginaire collectif de la société, je dirais. Donc, c'est aimer infliger de la douleur ou aimer recevoir de la douleur. Fait que l'érotisation des pratiques sexuelles en lien avec la douleur. Ouais, j'adore ça. On va revenir avec les termes un peu plus, mais c'est parce que pour moi, une des choses qui est frappante dans la communauté ou dans les communautés BDSM, c'est le consentement. Puis je voudrais juste l'établir au début du podcast parce que souvent, on a tendance à pas comprendre le consentement, surtout quand on vit dans une sexualité qui est plus normative, là, où on se pose pas trop de questions, on sait un peu le script qui s'en vient, donc on n'a pas tendance, malheureusement, à se questionner par rapport au consentement. Fait que le consentement en soi, je sais pas si tu utilises l'acronyme REEL, oui. Mais on peut... Le BDSM a ses propres codes. Oui. C'est ce qui est vraiment intéressant, puis c'est là qu'on voit à quel point ça peut sortir d'une sexualité normative. Oui. Donc, dans le BDSM, on utilise le mot « jeu » et le mot « scène ». Donc, on joue, on utilise certains types de jeux pour avoir du plaisir dans le cadre de scènes précises. Ça, c'est le BDSM que je considère comme organisé, j'ai envie de dire. Il est comme scripté, genre. Oui, ouais. Ce qui va souvent à l'encontre de comment on entre dans la sexualité, normalement, oui. Exactement. T'sais, on se dit, mettons, on va se faire une date mercredi soir, puis on fait comme, mais voyons, c'est donc ben pas spontané, tu sais. Tandis que dans le BDSM, ces personnes-là sont capables justement d'érotiser le l'anticipation, script, en oui, fait. C'est ça. C'est vraiment ça. Puis ça joue un rôle clé dans le désir sexuel, le plaisir qu'on va avoir dans ces pratiques-là. Ouais. Donc, évidemment, dans tout l'avant-jeu ou l'avant-scène, il y a des longues discussions de consentement. Ouais. Fait que la devise du BDSM, en fait, c'est sûr, sain et consensuel. Donc, parce que des fois, c'est des pratiques qui peuvent être considérées à risque d'infliger des blessures, que ce soit physiques ou psychologiques. Donc, il faut s'assurer vraiment que tout le monde est sur la même longueur d'onde, que le jeu soit sûr, sain et consensuel. Ouais. Fait que ça, c'est la devise de base. Après ça, il y a eu des acronymes en anglais, donc vous me pardonnerez mon anglais, mais il y a eu le RAC, donc le Risk Aware Consensual Kink, donc être au courant des risques possibles face à nos préférences sexuelles. Quand on entre, OK. Puis, en fait, ce terme-là a été un peu critiqué par certains membres de la communauté parce que ça mettait la responsabilité surtout sur la personne dominante. Oui. Donc, la personne dominante doit évidemment savoir qu'est-ce qu'elle fait pour pas que ça soit dangereux pour la personne qui reçoit. Fait qu'on trouvait que c'était un peu moins égalitaire dans le rapport. Puis on reviendra là à toute cette conception-là de personne soumise, personne dominante. Oui, absolument. Et le dernier concept, là, j'ai envie de dire, c'est prick. Donc, prick.
Personal Responsibility Informed Consensual Kink. Donc, c'est la responsabilité personnelle de chaque personne qui sont dans le jeu d'être informée des risques possibles dans le cadre du jeu ou de la scène. Oh, j'aime ça. J'aime ça qu'on amène la responsabilité là-dedans. Oui. Ouais. C'est vraiment ça. Fait que, dans le fond, ce principe-là nous dit que la personne dominante doit savoir qu'est-ce qu'elle fait, comment elle le fait, et la personne soumise doit respecter ses limites et les nommer. Oui, important. Important. Ce qui est pas facile. Non, vraiment dans la pas. vie de tous les jours, là, pour tout le monde. Là, exactement. Je pense que 80% des personnes qui viennent me consulter, on travaille ça. Ben oui, c'est clair. L'affirmation de soi. Puis en fait, des fois, c'est juste aussi d'être en mesure de se nommer à soi-même nos propres limites, besoins, envies, tu sais. Fait que déjà, là, c'est ça. Gros travail d'exploration, oui, là. Absolument. Vraiment. OK. Fait que il y a toutes sortes de choses qui sont mises en place. On peut penser au contrat BDSM, par exemple. Ouais. Donc, c'est vraiment la négociation des pratiques, comment on va les faire, quand on va les faire. Puis, c'est vraiment tout discuté en détail. Oui, puis c'est en amont, là. Exactement. On s'assoit à table, on prend un... Il y a un moment dédié pour ça, en fait, là, dans la relation. On le co-écrit ensemble. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pas? Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je veux pas? Mais ça implique de se connaître assez profondément, ce qui n'est pas tout le temps accessible là, à la majorité des personnes. Fait que avant de s'engager dans des relations BDSM ou des pratiques BDSM, ça demande un gros travail d'introspection, en fait. Oui. Mais c'est tellement beau, là. Oui. Quand on le voit de cette... Tu sais, on a souvent tendance à penser que les gens qui sont dans le BDSM sont justement là juste pour le kink ou, tu sais, comme la spontanéité du moment, quand, dans le fond, c'est absolument 100% le contraire, là. Exactement. Ouais. C'est comme anti-spontané, j'ai envie de dire, là. Mais c'est extraordinaire. Vraiment. Ouais. Ça l'amène une autre dimension à la sexualité, en fait. Puis ça fait en sorte qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Oui. Puis quand il y a moins d'ambiguïté, on peut plus facilement s'abandonner. Oui. Exactement, c'est tellement beau. Oui, c'est magnifique. Oui, vraiment. OK, fait que, puis mettons qu'on revient à notre consentement qu'on connaît, là, qui est dans le fond libre, éclairé, enthousiaste et continu, répété, là. Tu sais, dans le fond, l'idée avec le consentement à la base dans toutes nos relations, c'est de dire, est-ce qu'on est ensemble là-dedans? Est-ce que tu es bien avec ce qu'on fait? Est-ce que moi, je suis bien avec ce qu'on fait? Est-ce que tu as envie qu'on continue? Puis peu importe où on est rendu dans notre relation sexuelle, tu sais, at large, là, vraiment comme avec la scène au complet, est-ce qu'on a envie que ça continue? Fait que je trouve ça intéressant que dans la communauté ou dans les communautés BDSM, il y a encore plus d'étapes là, ou de couches avec ça. Je trouve ça le fun. Exactement. C'est rassurant parce que la sécurité, tu sais, quand on attache quelqu'un, quand on restreint justement des mouvements, il y a des nerfs à ne pas pogner, tu sais, puis là, ça fait un peu appel au concept de responsabilité aussi, comme si c'est moi qui va restreindre tes mouvements, il faut que je sois en mesure de savoir où est-ce qu'il faut pas que j'appuie ou, tu sais. Exactement. Il faut beaucoup de connaissances pour s'engager dans ce genre de pratique-là, puis il y a toutes sortes d'initiatives qui existent, en fait. Mais pour revenir brièvement au consentement, la communauté puis les personnes qui ont ces pratiques-là ont mis en place des principes vraiment intéressants au niveau du consentement. Donc, il y a le fameux safe word là, que je pense que tout le monde a entendu et utilise parfois à la blague. Là. Oui, malheureusement. Malheureusement. Mais donc, les personnes vont s'entendre pour choisir un bon safe word. Le safe word ne peut pas être non, parce que dans certains types de jeux, ça fait partie de la scène de jouer puis de parfois dire non. Oui. Fait qu'il faut que ça soit un mot... genre ananas. Là. Ça peut être ananas, ça peut être livre, ça peut être vraiment un mot qui n'a aucun rapport. Là. Exactement, qui est vraiment éloigné du type de jeu puis de la scène. Donc, c'est important que la personne qui est soumise le nomme, ce mot-là, quand elle a besoin de l'utiliser, et que la personne dominante l'écoute et agisse en fonction de ce mot-là. Ouais. Donc, il y a vraiment une responsabilité partagée en lien avec ça que j'aime beaucoup. Moi aussi. Et il y a aussi les codes de couleur. Oui. Donc, tout le monde sait c'est quoi un feu de circulation. Yes. Donc, rouge, on arrête. Oui. C'est non négociable. On arrête. Ouais.
Le jaune, c'est on ralentit, hein? On s'apprête à arrêter. Fait que on va nommer le jaune quand je suis proche de ma limite, mais je ne l'ai pas encore dépassé, mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, je ne suis pas tout à fait à l'aise. Fait que dans le fond, c'est aussi peut-être un signal de dire à l'autre personne, OK, là, comme, sois encore plus conscient de mes réactions, mettons, comment ça se passe. C'est ça. Là. Ouais. Souvent, ça va être un temps d'ajustement. Mm-hmm. Fait que je suis pas prête à arrêter la scène, mais la corde est vraiment serrée autour de mon poignet, puis c'est plus érotique, ouais, c'est inconfortable. Fait que là, on va s'arranger pour desserrer la corde, par exemple, puis après ça, on continue la scène. Puis le jaune, c'est le vert, pardon, c'est on continue, tout va bien, on peut même aller un petit peu plus vite ou un petit peu plus loin. Fait que ça, c'est réitéré, tu sais, mettons que c'est moi la personne dominante, tu sais, je vais te poser la question pendant la relation. Exactement. Ça va être, OK. Mais encore là, il y a toutes sortes de façons de jouer. Oui. Fait qu'il y a des personnes que la responsabilité va être donnée à la personne soumise. Donc, en tout temps, elle nomme quand elle veut vert, jaune ou rouge. Il y en a d'autres que l'entente, c'est plutôt la personne dominante qui va faire des petits check-ups une fois de temps en temps. Tu sais, comme « donne-moi ta couleur ». Puis là, vert, c'est... Puis tout ça est consensuel, puis est nommé avant. Tu sais, c'est ça qui est extraordinaire. Oui. Ouais. En fait, c'est un exercice que je propose à mes survivantes de violences sexuelles de façon générale qui veulent réintégrer la sexualité dans leur vie. Ouais. Donc, tu sais, de juste se coller ou s'embrasser avec leur partenaire, puis de nommer les couleurs. Ouais. Ça permet de nommer des limites avec un nombre de mots minimum. Ouais. Puis vu que l'entente est prise préalablement. Ben on a un plan d'action, en fait. Qu'est-ce qu'on fait si je nomme un rouge? Qu'est-ce que je fais si je nomme un jaune? Donc, c'est la même chose dans les pratiques BDSM. Je trouve ça extraordinaire. Ouais. J'arrête pas de dire ça. Ça va être ça, podcast. Ça va être ça. Ça va être ça. Mais là, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait si on peut pas parler? Exact. Je t'ai vu venir. Qu'est-ce qu'on fait si on peut pas parler? Ouais. Parce que, dans les pratiques BDSM, des fois, on peut pas parler. On a des objets dans la bouche. Exact. Ou des fois, les positions aussi font en sorte que... C'est un peu... c'est ça. C'était contorsionné, puis c'est pas possible. Fait que c'est là qu'on voit toute la créativité des personnes qui ont des pratiques BDSM. Ouais. Donc, ça peut être un objet qui est pris dans la main, par exemple, puis qui est lâché par terre. Au moment où je veux nommer un jaune ou un rouge, mais comme il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Donc, il faudrait idéalement que ce soit un objet qui fasse du bruit. Oui, genre un trousseau de clés, là, de quoi de genre. Là. Exactement. Ouais. Puis, ça, encore une fois, responsabilité à la personne dominante de remarquer quand cet objet-là n'est plus dans les mains. Exact. Pour pouvoir ajuster la scène en fonction de qu'est-ce qui se passe. Ah, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui motive les gens à débuter ou à commencer à érotiser, mettons, des pratiques qui sont plus kinky dans la vie de tous les jours? Là? Comment on embarque là-dedans? Je pense que la première motivation, c'est le plaisir. Oh. Comme toute chose devrait être la seule. Oui, c'est ça. Exactement. Fait que des fois, on a tendance à pousser un peu loin, comme pourquoi je veux faire ça? Mais peut-être que la réponse, c'est juste j'ai envie d'essayer ça. Oui. Par plaisir. C'est parfait, là. Oui. Exactement. C'est ça. Il y a certaines personnes que ça va être une évasion du quotidien, de la charge mentale, des responsabilités. Ouais. Donc, les personnes qui ont des pratiques BDSM nomment souvent que c'est une façon d'échapper à qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Je veux pas dire réelle, là, mais leur vie hebdomadaire, quotidienne. Ouais. On entend souvent, justement, l'histoire de, mettons, du ou de la chef d'entreprise, qui a plusieurs responsabilités, qui, au quotidien, va toujours être la personne qui va être en position décisionnelle, puis que finalement, quand on se retrouve dans cet univers-là, ben là, elle va lâcher prise, en fait. Exactement. Ça va devenir la personne qui va être dans la position de soumise, tu sais. C'est une pause mentale. Oui. Comme ces pratiques-là, un abandon. On le don, en fait, de extirper, je sais pas comment dire ce mot-là, mais en tout cas, ce mot-là, de qu'est-ce qui se passe dans ta vie, puis de donner un répit, en fait, puis de penser à complètement autre chose, parce que les pratiques BDSM, souvent, stimulent presque tous nos sens en même temps. Ouais. Fait que ça nous permet de s'ancrer vraiment dans le moment présent, puis qu'il n'y a rien d'autre qui existe, en fait. Fait que ça peut être super intéressant de ce côté-là. Je pense qu'il y a un côté aussi
un peu thérapeutique dans la reprise de pouvoir, Ouais. l'exploration du plaisir, la réappropriation de son corps. Ouais. Il y a des femmes noires, par exemple, qui sont dominantes puis qui s'engagent à seulement dominer des hommes blancs pour répondre à toutes les oppressions qu'elles ont vécues dans leur vie. C'est comme une façon de reprendre le pouvoir. Ouais. Ouais, de changer de narratif. Changer le narratif, exactement. OK. Fait qu'il peut y avoir vraiment toutes sortes de motivations, là. Mais ce qui revient souvent, c'est que c'est des relations très intenses. Ouais. Dans le beau Sûrement. sens du terme. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on parle justement de sortir de sa tête, de revenir dans son corps, de la tête aux fesses. Mais comme on est beaucoup dans notre quotidien, justement, beaucoup dans notre tête, mais les pratiques BDSM sont pas seulement génitales. Tu sais, c'est ça c'est ce qui est le fun aussi, c'est que ça peut être vraiment très psychologique sans être génital. Donc, on associe souvent la sexualité à la génitalité. Oui. Quand, dans le fond, dans l'univers BDSM, ça peut être tout sauf ça, tu sais. Oui, c'est comme la dernière affaire, là. Ouais. On a du plaisir par mille et une façons Oui. avant de faire ça. Comment on a du plaisir? Comment on a du plaisir? Donc, il y a 3 types de jeux, Oui. catégorie générale. Donc, il y a les jeux de restriction. Fait que, on a nommé souvent l'exemple de se faire attacher. Ouais. C'est ce qu'on entend. C'est ça. Souvent. C'est le plus facile. Oui. Mais il peut aussi avoir la restriction mentale, donc empêcher la personne de faire certaines choses. Ça peut être dire à la personne, par exemple, jusqu'à temps que je décide, tu n'as pas le droit d'avoir un orgasme. Mm-hmm. Mais je vais te stimuler de toutes les façons possibles pour que tu aies un orgasme. J'aime. Vraiment. Ça peut être vraiment intéressant. Puis en fait, c'est ça, on réfléchit pas souvent comme ça, mais le cerveau, c'est notre organe sexuel. Ah, le premier, s'il vous plaît. Oui, exactement. Ouais. C'est ce qui nous fait répondre à certains stimuli. Donc, dans ces cas-là de restriction mentale ou pas, ça peut être de la restriction sensorielle. Donc, par exemple, cacher les yeux, Mm-hmm. c'est de la restriction sensorielle. Ouais. On n'est tellement pas habitué d'aller là. Non. Puis même quand on cache les yeux dans une sexualité dite Vanille, typique, là, typique, mettons, ouais. tu sais, on n'a même pas on va tellement vite, on n'a pas tendance à juste s'arrêter puis faire comme, OK, je ressens quoi dans mon corps? Mm-hmm. Tu sais, quand j'ai pas ma vue qui est là. Fait qu'il y a toute cette partie-là, là, cette couche-là de sensorialité qui est vraiment à Oui. découvrir, là. Oui, Ouais. puis c'est une perte de contrôle, pas voir Ouais. qu'est-ce qui se passe. 100%. Fait que ça, en soi, ça peut faire vivre des choses vraiment intenses à certaines Ouais. personnes, de ne pas sentir qu'elles ont le contrôle ou qu'elles peuvent essayer de deviner qu'est-ce qui va se passer. Mm-hmm. Puis je pense que le jeu en soi est là-dedans, là, je vais te surprendre Ouais. avec des choses qu'on a discutées au préalable, bien Exact. sûr, Oui. de qu'est-ce qui va se passer. Fait que ça, c'est un peu les jeux de restriction. Il y en a vraiment beaucoup d'autres, Ouais. mais en général, c'est ça. Il y a les jeux de domination-soumission. Ouais. Donc, ça peut être tout ce qui est d'ordre de punition, récompense. Donc, si, par exemple, je t'ai interdit d'avoir un orgasme, mais que tu l'as quand même, c'est quoi Mm-hmm. les punitions? Qu'est-ce qui arrive? Exactement. Qu'est-ce Ouais. qui arrive? C'est ça, dans le fond, qu'on va érotiser. Oui, Ouais. exactement. OK. Ça aussi, encore une fois, discuter au préalable. Ouais. Fait que pour certaines personnes, ça peut être comme, OK, bon, ben j'ai eu un orgasme quand je n'étais pas supposée de l'avoir, donc j'accepte de recevoir 5 coups de fouet. J'ai eu un orgasme quand je n'étais pas supposée de le faire, donc, ben il n'y a absolument aucun vibrateur qui va aller proche de mes organes génitaux pour une durée indéterminée. Fait qu'on peut vraiment là, jouer de façon super créative puis adaptée à chaque personne, là. Je sais pas si vous me voyez, mais moi, je jubile. Puis le dernier, évidemment, les jeux de douleur. Ouais. Donc, ça peut être des jeux de sensations. Là, tu sais, on a quelques exemples d'objets ici. By the way, petit disclaimer, je suis membre de l'Ordre des sexologues du Québec. Donc, je suis pas associée là, à Sex Plus ou quoi que ce soit. C'est vraiment Isabelle qui C'est s'occupe moi. de tout. Là. C'est moi avec mon beau partenaire. Ouais. Exactement. Yes. Je pense que c'est ça. Je suis invitée pour On a une belle séparation discuter. ici. Oui, c'est Exactement. ça, exactement. Donc, c'est ça. Les jeux de douleur, je pense que le nom le dit assez bien. Dans ces jeux-là, on peut avoir des jeux de sensations. Fait que jouer avec le chaud, le froid. On peut jouer avec les percussions, par exemple. Donc, les percussions, c'est l'action de frapper quelqu'un avec un objet. Ouais. Puis, c'est dans cette catégorie-là qu'on retrouve aussi les jeux de limite. Donc, on peut parler d'asphyxie érotique.
Puis tous les jeux qui sont considérés, je vais le dire avec des gros guillemets là, pour pas stigmatiser les personnes qui ont ces pratiques-là, mais des jeux plus extrêmes. Mhm. Donc, qui ont un plus grand risque pour La sécurité. la sécurité. OK. Donc, cette catégorie-là, vraiment important, mais tous les jeux, là, mais particulièrement celle-là, de ne pas s'engager là-dedans si on n'a pas de cours, si on n'a pas été formé pour faire ce genre de pratique-là. Oui, ça vient avec la responsabilité aussi de ne pas mettre ni sa vie ni la vie de quelqu'un d'autre en danger. Là, l'objectif, c'est d'avoir du plaisir. Ben oui, c'est ça. Fait que- C'est d'être en mesure de s'abandonner et pas d'avoir peur qu'il arrive quelque chose. T'sais. Exactement. Ouais. Oui. Comment, moi, la question que je me pose le plus, c'est comment on trouve ou des partenaires pour entrer dans ces dynamiques-là. Tu sais, si on est ensemble dans la vie, est-ce que si moi j'aime ça, toi t'aimes moins ça? Comment ça fonctionne, tu sais, de rentrer dans cet univers-là? Comment on jongle avec l'idée que peut-être notre partenaire est pas vraiment au même niveau que nous dans ses envies-désirs? Est-ce que c'est des personnes qui sont plus en poly amour ou en relation ouverte? Comment ça marche, ça, tu sais? Je pense que c'est unique à Il y a de chaque, tout. Ouais, c'est ça. chaque duo, triade, couple, peu importe le mot que vous voulez utiliser. Là. Je pense que c'est important, un peu comme les personnes qui ont un écart de désir sexuel avec leur partenaire de vie, d'avoir beaucoup de discussions qui sont empreintes d'ouverture, de curiosité et d'empathie. C'est la base, mais c'est tellement pas évident ou... Non, c'est gênant. Oui. On va se le dire, c'est gênant d'aller vers son partenaire puis de dire, quand on a eu une sexualité relativement semblable dans les 5, 10, 15 dernières années, de faire comme, j'aimerais ça essayer ça. J'aurais envie d'autre chose, tu sais. C'est gênant, on est complètement vulnérable à la réponse de l'autre. Fait qu'il faut être capable de s'accueillir là-dedans. Je pense que ça passe aussi par aller chercher des informations. S'informer, s'éduquer. Exactement. Puis de sources fiables. Oui. Fait que, s'il vous plaît. Si on fait un petit 2 minutes là, sur 50 Shades of Grey. Ah, mon Dieu. OK. Je pense que c'est important d'en parler parce que, bon, ben, ça a été une très grande représentation des pratiques BDSM. Ouais. Puis ça a explosé là, quand les livres, les films sont sortis. Ce qui nous donne indice qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on pense qui ont des pratiques BDSM, mais c'était pas une représentation adéquate de comment ça se passe une relation BDSM. Donc, il faut toujours aller chercher des sources avec un œil critique, un œil réflectif. Même les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, soyez critiques, soyez... Oui, il faut user toujours de discernement surtout quand on rentre justement en relation avec d'autres personnes, quand on se met dans des situations où on est en position de vulnérabilité aussi ou en position justement de domination sur quelqu'un d'autre. Fait que, oui, c'est vraiment important. Moi, je trouve que, tu sais, il y a lui, là, 50 nuances degrés, il y a 365 jours aussi, qui est un autre... oui, c'est ça. Hein? qui normalise malheureusement la violence, tu sais, ou des pratiques, tu sais, qui sont douteuses ou en tout cas vraiment questionnables là, à propos de la relation qu'on peut avoir avec une personne qui est dominante ou, tu sais, en position d'autorité aussi. Fait que, c'est... Comment qu'on navigue ça, tu sais, parce que ça l'a tellement normalisé, tu sais, on voit maintenant les gens avec ces livres-là un peu partout, tu sais, ces films-là à écouter un peu partout dans l'avion puis sur la plage. Comment on fait pour revenir justement dans une sexualité BDSM qui est encadrée, qui est bonne puis qui est sécuritaire, là, tu sais. Exactement. Donc, il y a des sources fiables. Par exemple, certains livres que j'ai amenés aujourd'hui, dont notamment Jessica Caruso, que c'était son sujet de maîtrise, en fait, que son mémoire de maîtrise a tellement été demandé par des collègues sexologues et d'autres personnes qu'elle a décidé d'écrire un livre avec ça. Donc, source fiable. C'est vraiment un bon livre d'introduction sur tous les types de jeux, tous les types de pratiques, les rôles qu'on peut avoir dans le BDSM aussi, comment ça se passe quand on passe une soirée dans un donjon, par exemple. Fait que
de commencer par ça, je pense que les sexologues aussi peuvent jouer un rôle clé, en fait. Oui. Dans... Toi, par ailleurs. Ben, je vais prêcher pour ma paroisse, là, mais... fait qu'aller chercher quelqu'un qu'on sait qui va nous dire les vraies affaires, les bonnes affaires, puis qui va nous accompagner dans l'exploration de soi, en fait. Exact. C'est quoi nos motifs? C'est quoi qu'on a envie d'explorer? Avec qui j'ai envie de le faire? Est-ce que c'est avec mon partenaire actuel? Est-ce qu'il y a une ouverture possible du couple? Fait que, tu sais, comme tout démêler tout ça, là, j'appelle souvent ça la balle de laine, là. Oui, oui, 100%. On veut un foulard avec. Oui, on veut quelque chose d'organisé qu'on va pouvoir porter puis qui va nous réchauffer quand on a froid. On n'est pas obligé de juste comme... C'est ça, c'est... Avoir 15 balles de laine qui traînent dans le fond d'un garde-robe parce qu'on n'a pas pris le temps de tricoter. Exact. Ah, c'est beau, ça. C'est beau, cette image. Fait que c'est ça. Fait qu'aller chercher des informations. On vit à l'ère des réseaux sociaux. Ouais. Je pense qu'on peut les utiliser de façon adéquate aussi pour de l'éducation. Ouais. Donc, il y a beaucoup de groupes Facebook de personnes kinky ou de la communauté BDSM. Fait que de s'intégrer dans ces groupes-là en nommant qu'on est débutant ou qu'on est intéressé à intégrer la communauté ou certaines pratiques. Après ça, ben on peut aller passer des soirées d'initiation. Oui, c'est ce que je m'en allais dire dans certains donjons. Oui, exactement. Ouais. Il y en a plusieurs un peu partout au Québec. Fait que, tu sais, je vous invite à googler avec la région que vous habitez, puis qu'est-ce que vous cherchez. Parfois, dans les clubs libertins aussi, il va y avoir des soirées d'initiation. Là. Ouais. Fait que, vraiment, commencer une exploration. Mm-hmm. Mon petit disclaimer par rapport à tout ça, c'est que dans la communauté BDSM, il y a beaucoup de personnes différentes et dissidentes de l'ordre. Mm-hmm. Donc, pour les personnes qui naviguent pas dans ce milieu-là, ça peut être confrontant quand on débarque là-dedans. Puis le but, en fait, c'est pas de débarquer là puis de juger les pratiques des gens, comment ils s'habillent, comment ils agissent. Fait que le milieu BDSM a la réputation de garder ses portes fermées pour protéger, dans le fond, les personnes qui ont ces pratiques-là. Ouais. Fait que c'est important d'aller s'informer puis de déconstruire certaines normes qu'on a intégrées, certains préjugés pour pouvoir aller passer son temps dans ces soirées-là. Peut-être avant, c'est ça, de mettre le pied dedans. Là. Oui. Parce que dans les communautés, tu sais, d'une pratique à l'autre, ça se peut que toi, tu fasses quelque chose, que moi, je fasse d'autres choses, puis que tout ça va être accepté sans être jugé, sans justement porter de critique quelconque. Tu sais, c'est comme, voici qui je suis, j'arrive avec ce que moi j'aime, ce que j'aime pas, puis les autres personnes, c'est la même chose. Fait que c'est sûr qu'il y a, j'ai l'impression, là, j'assume parce que, mais j'ai l'impression qu'il y a justement moins de jugement ou ouais. Il y a une grande liberté, en fait. Oui. Effectivement. Il y a une grande liberté, puis il y a une grande acceptation de soi et de l'autre. Puis ça, je pense, c'est des valeurs primordiales quand on va aller passer du temps dans ces soirées-là, puis voir qu'est-ce qui se passe, en fait. Il ne faut pas y aller avec une curiosité. Puis là, je fais une comparaison un peu douteuse, mais genre aller au zoo pour observer les animaux, c'est pas ça qu'on va faire. Non, mais c'est parce que beaucoup de gens sont comme « je vais juste aller voir », tu sais. Mais on peut pas juste aller voir dans ces soirées-là sans s'être informé au préalable des types de pratiques qui existent, puis les personnes de différentes communautés, en fait, qui sont aussi dans la communauté BDSM. Il faut s'assurer de respecter tout le monde, en fait. Oui, parce que c'est ça, tu sais, là, tu disais qu'il y avait plusieurs types de jeux, parce qu'il y a des types de jeux ou de pratiques desquelles on n'est pas habitué. Fait que c'est sûr que de rentrer là-dedans puis de pas être préalablement informé correctement, ça peut être confrontant aussi, là, tu sais, c'est... Vraiment. Puis même des pratiques qu'on peut parfois érotiser dans nos fantasmes. Notre tête. Ouais. Quand on arrive dans le monde réel, en fait, ça peut être extrêmement confrontant. Ouais. Puis j'ai envie de dire que c'est correct si ça l'est. C'est pas grave. C'est juste qu'il faut faire attention de ne pas transférer ça à l'autre personne. Tu sais, si on est dans une soirée BDSM puis on voit un homme attaché qui se fait fouetter continuellement par 3 autres hommes, c'est pas un narratif qu'on voit souvent là, non, mais le malaise, c'est le miroir de nos propres ressentis. Tu sais, c'est pas la pratique en soi. C'est ça. Ouais. C'est nous, qu'est-ce qu'on a intégré, qu'est-ce qui était jugé bon versus mauvais. Oui, exactement. Ça, il faut déconstruire ça aussi. Il faut déconstruire ça. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise pratique. Il y a des pratiques, tu sais. Exactement. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, on pense à certains rituels de scène. Par exemple,
la personne dominante va inspecter le corps de l'autre personne pour s'assurer qu'elle a bien pris soin de sa propriété depuis la dernière scène. Fait qu'il y a des histoires vraiment incroyables en lien avec ça, dans le sens où le BDSM va souvent au-delà du BDSM. Ouais. Par exemple, il y a une femme qui a su qu'elle avait le cancer du sein parce que son dominant l'a inspecté, puis il a senti une masse dans ses seins, puis il a dit « Ah, tu devrais aller faire vérifier ça. » Puis la femme avait un cancer du sein, mais si c'était pas de ses pratiques BDSM, probablement qu'elle l'aurait su beaucoup plus tardivement, puis ça l'aurait réduit ses chances de guérison puis de survie. Fait que faut vraiment voir au-delà de la pratique en soi. Le BDSM, c'est surtout une question de connexion, en fait. Oui. D'intimité, de vulnérabilité. Ouais. De là, mon Dieu, là, mon cerveau va partout. De là, justement, tu sais, qu'on voit, puis c'est prouvé dans certaines études là, que les gens qui pratiquent le BDSM sont les personnes, en fait, sur lesquelles on devrait se baser par rapport à la communication, à la confiance mutuelle, à l'intimité, tout ça. Là. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau et de grand à découvrir là, à travers ça. On peut clairement s'inspirer des pratiques BDSM, puis sans nécessairement aller dans les pratiques BDSM, inclure certains principes dans une sexualité vanille. Ben oui, 100%. Puis c'est ça qu'on disait avant l'épisode, mais comme sexualité vanille, on peut tellement... Mon Dieu, ça se définit de tellement de manières. Tu sais, ce qui est vanné pour un n'est pas du tout vanné pour l'autre. Puis on peut avoir une pratique, mettons, de se faire menotter qu'on n'avait pas il y a 2 ans, puis que là, ça, pour soi, c'est justement, c'est beaucoup moins vanné que ce qu'on était habitué d'avoir comme pratique. Fait qu'il y a comme un avancement où il y a quelque chose aussi juste dans la découverte puis dans l'exploration de tout ça, la curiosité, là, tu sais, qui est grand là-dedans aussi. Exactement. Ouais. Ça devrait toujours être comme ça. Ça devrait toujours être comme ça. Oui, 100%. Toujours. Oui. Puis, est-ce que les gens qui pratiquent le BDSM ont une vie sexuelle? Tu sais, comment ça marche? Est-ce qu'on est toujours dans la pratique BDSM ou on peut parfois, momentanément ou en tout cas au quotidien, avoir une pratique sexuelle qui est plus... typique, mettons, puis s'abandonner à des pratiques plus kinky le soir pour la fin de semaine. Tu sais, comment ça fonctionne, ça, dans la dynamique au quotidien, mettons? C'est propre à chacun. OK. Hein? J'adore ça. Je reviens toujours à ça, là. Ouais. Mais donc, chaque personne a des configurations particulières à ses préférences. Ouais. Donc, il y a des personnes qui vont seulement avoir de la sexualité dans le cadre des scènes, puis qu'à l'extérieur de ça, il ne va rien avoir d'autre. Okay. Il y a des personnes qui vont avoir une sexualité qu'on va décrire comme vanille, assez régulièrement, mais une fois par mois, une fois aux 3 mois, aux 6 mois, ils vont jouer des scènes BDSM. Okay. Fait que il y a vraiment toutes sortes de choses possibles. C'est ça qui est le fun, je pense, quand on éclate des normes, c'est que ça nous donne une grande liberté d'exploration puis de configuration, en fait, de nos pratiques sexuelles. On peut vraiment l'adapter à notre mode de vie, qu'est-ce qu'on veut pas, puis jouer là-dedans, en fait, puis avoir du plaisir. Fait que il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de configuration. Le but, c'est d'éclater une norme, fait qu'on ne veut pas retomber dans d'autres boîtes, en fait, avec... Non, c'est ça. On veut pas en sortir pour se réenfermer dans d'autres. Là. C'est ça. Ouais. Fait que le but, c'est de l'éclater. Fait qu'il y a vraiment... C'est propre à chacun. Vraiment. On fait comment pour dominer son ou ses partenaires d'une manière douce, mettons, pour commencer? Je pense que ça va beaucoup dans l'exploration avec la personne qu'on va dominer, parce que chaque personne a des limites différentes. Donc, vraiment de s'adapter au rythme de la personne, puis de continuer dans la même chose. La communication, l'empathie. Puis ce qu'on va recommander souvent aux personnes qui vont être dominantes, c'est de vivre la position de soumise avant. Pour essayer de comprendre, en fait, les réactions, la dynamique qu'on peut avoir. Fait que après ça, d'où, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour les voisins? Tout à fait relatif. Ouais. C'est relatif à chacun. Ouais. Fait que, mais je pense que les codes de couleurs, c'est une bonne façon de commencer. Ouais. Dans des scènes qui sont plus courtes ou des périodes de jeu qui sont plus courtes ou avec des choses régulières, là, j'ai envie de dire, comme se faire un câlin ou s'embrasser. Fait que juste pour s'habituer à utiliser les codes puis à les respecter. Ouais. Faut se pratiquer, puis c'est correct. Quand on connaît pas quelque chose, il faut se pratiquer.
Exact. Ben oui, 100%. Puis c'est comme ça qu'on vient à, justement, à voir ce qu'on aime ou ce qu'on aime moins, puis à être en mesure de le nommer, puis de pas attendre, tu sais, il faut le nommer sur le moment. Puis des fois, on a comme tendance à faire comme, ah ben là, je vais pas le nommer maintenant parce que ça va tout chier la relation, tu sais. Ça va être malaisant. Oui, quand dans le fond, c'est correct. oui, c'est maintenant qu'il faut que tu le nommes si t'es pas bien dans une position ou dans une action quelconque, là, tu sais. Avoir des relations sexuelles, c'est être extrêmement vulnérable à l'autre. Peu importe qu'on ait des pratiques vanille ou BDSM. Ouais. Fait que de ça fait partie des malaises, parfois, de « Hey, on a essayé quelque chose que... Oh, mon Dieu! Ouais. » Tu sais, je pense que c'est pas mal arrivé à tout le monde là, d'essayer une position là, que ça avait l'air super érotique, puis comme « Wow, c'est malade! Ma meilleure amie m'a parlé de ça, faut que je l'essaye. Ouais. » Puis là, on l'essaye, puis finalement... Ça marche pas pantoute. C'est pas concordant pantoute avec qu'est-ce qu'on aime ou pas, puis c'est malaisant. Oui. Puis c'est correct que ça le soit, fait qu'il faut prendre soin de soi et de l'autre dans ces moments-là. On a tendance à à concevoir la relation sexuelle comme étant quelque chose de super... Sacré, comme? Ouais, mais tu sais, voyons, je cherche mon mot. Quelque chose de super... pas plate, là. Mais comme on n'a pas tendance à rire. Tu sais, c'est sérieux. C'est ça, mon mot. On a tendance à voir ça comme super sérieux quand c'est donc bien le fun de genre juste comme être en train de faire quelque chose, faire comme « Hey, regarde, ça marche pas ». Pas en tout, là, comme d'éclater de rire puis de juste changer de position de pratique ou Exactement. peu importe, là, ou d'arrêter puis de recommencer une autre fois. Exactement. Mais oui, je suis tellement d'accord avec toi. Ouais. On perçoit ça comme quelque chose de sérieux, quasiment protocolaire, en fait. Oui, là. Oui. Ben, ça vient aussi, malheureusement, avec le script que j'appelle le pâté chinois, là. Oui. Tu sais, comme préliminaire, pénétration, orgasme de la personne qui a un pénis, souvent. Tu sais, fait que là, on est comme un peu pogné là-dedans, puis on réussit pas à juste sortir de ça quand... C'est bon d'aller explorer puis de défaire justement cette boîte-là. Là. Exactement. Ouais. La majorité des personnes s'engagent dans une sexualité pour avoir du plaisir. Mm-hmm. Il faut garder ça en tête. Exact. C'est le plaisir, l'objectif. Oui. J'aimerais ça qu'on parle du dominant versus la personne qui est soumise, parce que souvent, on a tendance à penser justement que c'est la personne dominante qui va contrôler la scène ou le jeu, quand, au fond, c'est paradoxal, mais c'est l'inverse. Oui, exactement. Donc, c'est vrai que d'apparence, quand on regarde ça, tu fais comme, OK, la personne dominante a complètement le contrôle sur l'autre. Ouais. C'est un peu ça l'objectif aussi. Oui. Mais en fait, le contrôle est 100% dicté en fonction des limites de la personne soumise. Ouais. Fait que si la personne soumise a dit, moi, j'accepte pas de me faire fouetter, par exemple, il n'y a pas place à la négociation. On met le fouet de côté. Oui. Puis quand il y a une couleur qui sort, tu sais, jaune ou rouge, surtout la rouge, normalement, tu sais, comme le monde lève les mains dans les airs, puis comme ça s'arrête maintenant, là, tu sais, il y a même pas... Ah, t'es-tu sûre? Non, moi, j'ai du plaisir. Tu sais, des espèces de discours qu'on peut entendre des fois, là. Ouais. Fait que non, c'est absolument non négociable, en fait, pour pas qu'il y ait de bris de consentement. En toute transparence, les pratiques BDSM sont pas à l'abri là, d'avoir des bris de consentement. Il y a des histoires, là, des personnes dominantes qui n'ont pas respecté les codes de couleur, par exemple. Fait que ce qui doit être su après ça dans la communauté, puis ça doit être difficile pour cette personne-là de continuer de pratiquer avec certaines autres personnes. Là, oui, avec raison. 100%. On veut que le jeu reste sécuritaire et pour le plaisir. Donc, si les personnes s'engagent là-dedans puis ils ne correspondent pas à ça, oui, effectivement, sont exclus la plupart du temps. Fait que si quelqu'un veut commencer à s'engager dans des pratiques BDSM, pour revenir un peu à la question qu'on avait, puis trouve un partenaire, par exemple, ça peut être sur FetLife ou sur Jalf, des sites Internet que vous pouvez trouver très facilement. Faut trouver une personne, puis il faut un peu comme la dater, en fait, pour savoir si on va être des bons partenaires de jeu. Oui. Vous savez comment c'est difficile de trouver un bon partenaire de vie? Oui. Je veux dire, le bon partenaire de jeu ou la bonne partenaire de jeu ne fait pas exception à ça. Exact. Puis là, c'est là qu'on, mettons, un drapeau vert, le rythme. Si on rencontre quelqu'un, puis on lui parle même pas 24 heures, puis la personne veut nous rencontrer très vite et jouer une scène, ça, c'est un drapeau rouge. Ouais. Une personne qui veut apprendre à nous connaître pour nous, un peu en dehors du jeu, puis de cultiver une connexion à l'autre
pour qu'on puisse utiliser ça Dans le jeu. Dans le jeu. Ouais. Oui, drapeau vert, on aime ça. Ouais. Oui. Ouais. C'est pas évident de dater à la base. Donc, clairement, que de dater en approchant les... En fait, je pense qu'il faut être super ouvert aussi, puis précis sur ce qu'on... Même au départ, là, tu sais, en commençant en commençant de parler avec quelqu'un, tu sais, je pense que c'est important de le nommer, là, parce que si... Qu'est-ce qu'on cherche? Oui, c'est ça, on veut pas Faut perdre notre savoir temps non qu'est-ce qu'on plus là-dedans. Là. cherche. Ouais, c'est ça. Il faut savoir ce qu'on... Mais il faut savoir. Il faut le savoir. Ça, fait que, c'est on un autre, revient toujours au point de l'exploration de soi, puis de Exact. l'introspection, en fait, de nos désirs, nos envies, nos limites dans tout ça. Ouais. Est-ce que j'avais une question par rapport au coming out? T'sais, est-ce que les personnes qui pratiquent le BDSM sont out? Ben là, encore là, j'ai l'impression... Je sais ça va être quoi ta réponse, mais comme, est-ce que, tu sais... Comment on vit avec ça? Tu sais, on le nomme-tu souvent? C'est super stigmatisé encore dans la société. Donc, comme on veut pas perdre notre job, on veut pas... Tu sais, est-ce qu'il y a comme... C'est quoi la tendance là-dedans? Ben, C'est comme peut-être super relatif, là. L'orientation sexuelle ou l'identité de genre, ce n'est pas une obligation. Non. Mais on vit dans une société que il faut tout dévoiler à tout le monde pour être vrai, pour être authentique. On a l'impression qu'il faut constamment être là-dedans. Ouais. Mais on a le droit de protéger des parties de notre identité pour les garder dans les parties bien précises de nos vies. Non, je trouve ça beau. Mais la liberté, c'est choisir. Ouais. Fait qu'on a le droit de choisir à qui on le dévoile, quand on le dévoile, si on le dévoile. Oui. Fait que c'est la même chose pour les pratiques BDSM. Il y a des personnes que ça va être vécu dans une partie très circonscrite de leur vie. Puis il y en a d'autres que ça va être vraiment exposé, puis qui vont bien vivre là-dedans. Fait que ça dépend, en fait, qu'est-ce qu'on cherche, si on dévoile ou pas. Non, j'aime ça. Je lisais dans des statistiques qu'il y avait 34% des gens qui démontraient un intérêt ou une ouverture face aux pratiques BDSM. Fait qu'il faut arrêter de penser que c'est super comme pour une petite catégorie ou les personnes marginalisées, par exemple. Ça. Ouais. Ce qui n'est pas le cas pantoute, là, c'est le tiers de la population, là, donc qui ont une vie sexuelle active ou pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes asexuelles aussi, je crois, qui sont dans les communautés parce que, justement, la génitalité puis la sexualité n'est peut-être pas nécessairement, justement, à la partie centrale là, du BDSM. Puis ça aussi, c'est beau. Là. Mais oui, il y a de la place pour tout le monde dans le BDSM, en fait. Comme, c'est ça qui est très riche de cette communauté-là, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde tant que tout le monde respecte les uns les autres puis est là avec la même ouverture. J'adore ça. Ça va vite, hein? Ça va vite, oui. Là, on pourrait faire 3 épisodes. Je pense aussi. On va y aller avec notre petit segment. Capsule, oui. Miel épicé. Donc, je vous rappelle que mon partenaire pour l'émission... Mon Dieu, je serais déjà rendue à TVA. Pour le podcast, c'est les boutiques, en fait, érotiques Sex Plus. Puis, à chaque épisode, je vous présente un jouet qui, pour moi, est un coup de cœur. Donc, aujourd'hui, je vous présente le Echo 2, qui est un petit jouet vibrant qui se tient super facilement avec les doigts. Donc, pas de souci de ça glisse et je le perds. C'est un vibromasseur qui est chauffant. Il chauffe à 38 degrés. Puis, il va faire des petits tapotements sur la vulve ou le clitoris externe. Donc, il est vraiment super intéressant. Un beau jouet qui est différent aussi de la sexualité pénétrative qu'on a tendance à toujours voir dans nos sociétés. Donc, c'est le Echo. Je vais vous mettre les liens en description de l'épisode. Puis le fait qu'il soit chauffant, je trouve ça super intéressant aussi parce que des fois, de jouer justement, tu sais, comme un peu dans les jeux BDSM, le chaud, le froid, ça peut être des pratiques qui, pour commencer, à explorer en douceur, tout ça. Donc, ça goûte le miel 15, code promo pour 20% de rabais, si ça vous tente. Je vous mets toutes les infos dans la barre le descriptif de l'épisode. Puis, on finit ça avec des petites questions à rafale. Excellent. Ça va-tu? Oui. Des mythes ou un mythe, le plus gros peut-être à déconstruire au niveau de la communauté, des communautés BDSM, du BDSM?
les personnes qui font ça, c'est des malades mentaux. Je pense qu'on a encore un peu ce réflexe-là de « Ah, oh, je veux... What the fuck? Ouais. Pourquoi cette personne-là aime ça? » Fait que de déconstruire ça, ça fait du sens dans l'histoire parce que c'est seulement depuis 2013 que les pratiques BDSM ne sont plus dans le DSM-5, donc le manuel diagnostic des troubles de santé mentale. Fait qu'on a encore des vestiges de ça. Fait que 2000 quoi, t'as dit? 2013. Très récent. 2013. Dans l'histoire, c'est très 12 récent. Ans. OK. Wow. OK, excuse-moi. Fait que sans enlever ça de la tête, là. Oui. Non, on est tout à fait normaux, puis c'est tout à fait normal et sain de vouloir explorer différemment, puis de le faire de manière sécuritaire, consensuelle. Tu sais, je veux dire, quoi de plus beau, là, dans la vie? Un geste de microféminisme ou de féminisme. Parce que, tu sais, là, mon Dieu, je veux pas repartir, mais on associe souvent le BDSM ou la soumission comme étant peut-être quelque chose qui est à l'opposé du féminisme, quand c'est, pour moi, tout à fait le contraire. Là, c'est une reprise de pouvoir, puis... 100% d'accord avec toi. Oui. Donc, un geste que tu poses peut-être, toi, dans ton quotidien là, de féminisme... j'ai envie de dire exister, mais... J'adore ça. Mettons plus précisément, j'ai un tatouage d'un soutien-gorge en feu. Fait que je pense que ça représente bien... Ceci dit tout. Pas besoin de rajouter rien. Exactement. Ton crush du moment, que ce soit un livre, un artiste, une musique. OK, musicalement, Lola Young... C'est une nouvelle découverte. Je l'ai vue là, dans ses vidéos, là, dans ses spectacles. Je trouve ça tellement inspirant puis rafraîchissant de voir quelqu'un comme elle exister. Exister. Tu sais, la définition de exister, je pense que... Oui, vraiment. Puis mettons, littéralement, un livre, Jessica Broder. Je sais pas si tu la connais. Oui, 100%. Fait que j'ai lu Le corps que j'ai maintenant. Ouais. Fait que je trouve que c'est super inspirant comme parcours puis déconstruire d'autres normes aussi là, en lien avec la culture... des diètes puis les standards de beauté, en fait. Fait que je dirais, je garderais ça, mes deux crushs du moment. J'adore ça. Je vais mettre les liens aussi en commentaire. J'ai lu son livre et c'est... inspirant. Oui, absolument, vraiment. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut connecter avec toi? Oui, donc en ligne, mplerousexologue.com. Fait que vous avez toutes les informations sur les services que j'offre, les tarifs, etc. J'ai aussi un Facebook et un Instagram que, en toute transparence, je n'entretiens pas très fréquemment, mais bon, peut-être ça va changer. Donc, Marie-Philippe Leroux, sexologue. Ton site Internet est magnifique, par ailleurs. Merci. Je l'ai vu. Oui, en primeur. En primeur. Là, je l'ai publié hier, la version 2.0. Yes. Donc, oui, vraiment une nouvelle étape. Génial. Merci. Full d'avoir été là. Merci à mon partenaire Sex Plus pour le podcast. Merci au Cool Club de toujours être là, d'être fin, puis de gérer les images et le son. Fait que on se retrouve pour un prochain épisode. Merci.